What's up, c'est Nabil et aujourd'hui je suis avec Lenny, donc Lenny qui est un ostéopathe, donc en fait de base je le connaissais, c'est le pote d'un super méga pote à moi que j'ai rencontré au street workout. Il m'a parlé de lui et ce qui s'est passé c'est que voilà, je l'avais déjà rencontré une fois, il m'a expliqué un petit peu ce qu'il faisait et tout et j'ai trouvé vraiment quelqu'un qui est vraiment très passionné par ce qu'il fait et tout et c'est pour ça que j'ai envie de le mettre sur cette chaîne. Comme vous le savez, quand je fais des interviews sur des personnes en général, voilà, c'est pas pour rien. Et là aujourd'hui, j'ai de la chance, on a de la chance, il nous reçoit dans son cabinet, donc bonjour Lenny. Et bonjour. J'ai mis les notes sur le téléphone, comme ça comme ça j'oublie pas les questions que j'ai envie de lui poser. Et du coup, on commence maintenant. Donc Lenny, juste pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, me raconter un petit peu ton parcours et dire un petit peu ce que tu fais rapidement? Ouais, alors donc moi, Lévi Trois-Poux, je suis un ostéopathe exclusif. Ok. Alors moi, mon parcours, tout simplement, j'ai fait un bac S et tout de suite après, je suis allé à une école privée. Donc j'ai fait mes 5 ans, j'étais diplômé et puis j'ai lancé mon cabinet quelques mois après, donc ici même à Levallois. Alors pourquoi l'ostéopathie? Ouais. Déjà, moi-même étant sportif depuis mon plus jeune âge, je pratique le taekwondo depuis que j'ai 4 ans, j'ai toujours été fasciné par le corps humain et j'ai été tout simplement attiré ensuite par l'ostéopathie. Via ce fil conducteur de l'anatomie en fait, parce que c'était le métier qui correspondait, qui avait l'anatomie le plus complète de manière externe. Après, il y a bien sûr la chirurgie, mais qui était un peu trop. Donc voilà, là il s'est présenté rapidement. Du coup, on va poser des questions un petit peu plus spécifiques par rapport au sport, parce que je sais que voilà, il y en a parmi vous qui sont plus intéressés par rapport à tout ce qui est les blessures, comment les éviter, etc. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, Lenny, juste. J'ai envie de te poser une question par rapport à des patients. Je sais que des fois tu as des sportifs, bon, tu as aussi des personnes en a et tout, mais je sais que tu arrives souvent d'avoir des grands sportifs, des fois même des coachs, des entraîneurs, etc. Et j'ai envie de savoir généralement quelles sont les blessures qui reviennent souvent, et chez les sportifs en particulier. Les blessures, ça va être toutes les blessures issues de traumatisme, donc ça va être bien sûr les entorses et tout ce qui est tendinopathie. D'accord. Et après, bien sûr, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Donc, bien sûr, l'hygiène de vie, ce sera le conseil numéro 1. Donc, tout ce qui est alimentation, sommeil et hygiène de vie, ça veut aussi dire tout ce qui est échauffement et étirement avant exercice physique. Ça, c'est des choses à ne pas négliger. D'accord, ok. Juste, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, par rapport aux entorses, généralement, comment est-ce que ça se fait concrètement? Pourquoi est-ce que ça vient? Comment prévenir les blessures avant de savoir comment les Une entorse, c'est quoi? Tout simplement, une entorse, c'est juste dire qu'il y a eu une hyper-amplitude. Donc, il y a eu une torsion et qu'une articulation a été sursollicitée sur son ligament. Donc, le ligament a été tiré plus que ce qu'il fallait. Et donc, il y a une inflammation du ligament tout simplement. Donc, après, avec ça, peut avoir un œdème, peut avoir une bursite, une inflammation au niveau articulaire. Mais la base sera le ligament. Donc, après, la meilleure des prises en charge, bien sûr, ça va être déjà le repos. Il ne faut jamais forcer sur une entorse. Ça, à part abîmer encore plus le ligament et traîner des séquelles ensuite, il n'y aura pas d'autre intérêt. Et alors facile à dire, quand on est à chaud, on peut se sentir mentalement capable, mais encore une fois, physiquement, c'est pas conseillé. D'accord. Et ensuite, donc moi, ce que je vais conseiller pour tous mes patients qui ont une entorse, selon l'entorse, ça va être déjà premièrement de la cryothérapie. D'accord. Ça, ce sera une glace, ce sera le meilleur traitement. Au repos, et selon l'endroit, par exemple, si c'est à la cheville, bien sûr, surélever le lit pour faire un meilleur drainage, avec bien sûr des massages. Comme ça, le sang circule mieux, etc. Exactement. Après, toute la prise en charge. Donc après, il faut compter 10 jours, 2 semaines, selon c'est une grosse entorse, on peut aller à 3 semaines. Et après, tout de suite, on reprend rééducation et traitement ostéo pour venir libérer les tensions articulaires. Ok, d'accord. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a une entorse ou pas, concrètement? C'est l'anamnèse. Tout simplement, c'est cette notion de torsion qui va être importante aux urgences et même chez un docteur rhumato. Ce qu'il va poser comme question, c'est juste pour savoir comment s'est fait le traumatisme. Par exemple, si tu me dis, par exemple, tu joues au foot, tu as eu un traumatisme, tu es tombé sur le pied, si tu es juste tombé, et je vais plutôt penser à un traumatisme dû à un choc. Si tu me dis qu'il y a eu une torsion, je sais que le ligament va être touché et là je vais plus penser à une entorse. Donc c'est l'anamnèse qui va faire la différence. C'est les questions à bien poser comme il faut. D'accord, ok. Donc il y a vraiment un travail de savoir comment est-ce que ça se fait, dans quel contexte, etc. Pour pouvoir traiter le mieux possible. Parce qu'on ne traite pas, et par exemple, la tendinopathie ressemble énormément à une entorse. Tendinopathie, c'est quoi? Ça va être une inflammation des tendons musculaires. Ok. Donc ça va ressembler parce que c'est des zones très proches. Sauf que par exemple, une entorse, on n'étire surtout pas à une articulation. Une tendinopathie, il faut étirer pour justement aider
D'accord. Donc là, c'est le contexte exactement. C'est ça que l'anamnèse est super important et le traitement est super important pour. T'as dit comment? L'anamnèse. L'anamnèse, en gros, c'est des questions qu'on pose pour. Ah, d'accord, ok. C'est des termes médicaux, excusez-moi. Je me lance un peu. Non, mais c'est intéressant. Du coup, j'ai appris un nouveau mot et vous aussi. Ok, merci. Tu as cité donc plusieurs choses qui sont super intéressantes. Généralement, pour les entorses, tu as parlé de la cryothérapie. Donc, juste une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas la cryothérapie, vous savez un petit peu, comment je pourrais définir ça? En fait, c'est du froid, un traitement par le froid tout simplement. Yes. De la glace et de la cryo. Après, la cryo, sur les machines de cryo, par exemple comme celle-ci, on va être à moins 30 degrés. Sur la glace, on va être à moins 4, moins 6. Donc, c'est juste, à partir de moins 4, il faut compter des meilleurs effets quand même. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, se soigner par le froid. Et il y a plein de salles sur Paris de cryothérapie où normalement, dans les villes, ça se développe de plus en plus. Ouais. Donc, si jamais il y en a qui s'intéressent. Tu as aussi parlé d'étirement, échauffement, etc. Bon, ça, c'est un petit truc qui peut être chiant, je suis d'accord. Mais c'est ce qui fait la différence au haut niveau. Hein. C'est ça. Sur le haut niveau, les footballeurs pro, les boxeurs pro, tout ce qui est tout le haut niveau sportif, la différence s'est faite sur l'hygiène de vie. C'est ça. Je suis plus que d'accord avec lui parce que lorsque je faisais des compétitions aussi, personnellement, là je fais juste un petit retour d'expérience de ma part. Je voyais que la plupart des grands athlètes, généralement ceux qui faisaient des podiums, ils prenaient au moins 10-15 minutes à s'échauffer et à s'étirer. Okay, donc certes, ça peut être chiant, mais moi j'ai fait l'erreur de ne pas m'étirer, pas m'échauffer, etc. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de blessures. Mais le but, c'est d'apprendre de ses erreurs et surtout aussi d'apprendre des erreurs des autres. Donc pour ça, c'est super top. Après aussi, tu as parlé un petit peu de tout ce qui est hygiène de vie. Du coup, bien dormir, voilà, bien manger. Et est-ce que tu peux nous donner quelques petits exemples un petit peu, une routine type que tu pourrais donner pour après, quand l'hygiène de vie, bien sûr, sur le sommeil, il faut compter au moins 7-8 heures. Moi, je conseillerais le sommeil, c'est important. Après, c'est assez compliqué comme notion parce que chaque organisme est différent, chaque organisme aura des demandes différentes. Il y en a qui ont besoin de plus de dormir, d'autres un peu moins. Ça va dépendre, ça dépend énormément. Mais ouais, moi je vais conseiller de 6 à 8 heures minimum de sommeil. Après, l'hygiène de vie alimentaire, ça va être tout ce qui est bien sûr pas manger trop gras, salé, trop sucré, c'est des choses toutes belles. Par exemple, trop de sel, ça donne de l'hypertension. Trop de sucre, ça peut. Il y a beaucoup de choses. Tout ce qui est digestif, ça peut créer des champignons et on peut avoir même des problèmes d'absorption à cause d'une mauvaise hygiène de vie alimentaire. D'accord. Donc il y a beaucoup de choses. Là, je le prends un petit peu pas en traître, mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Donc c'est un petit peu compliqué de résumer tout ça. On essaie de donner un sera mieux placé que moi pour en parler en tout cas. Ça marche, pas de souci. Du coup aussi, qu'est-ce que vous voulez demander? Juste un truc, là, il y a peut-être des personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'ostéopathie. Et c'est une question que normalement j'aurais dû poser au début. Mais est-ce que tu peux définir clairement ce que c'est? Bien sûr, donc l'ostéopathie c'est quoi? C'est une médecine simplement manuelle. Donc manuelle pourquoi? Parce que simplement c'est avec les mains, donc nous il n'y a pas de traitement médicamenteux. Et donc qui permet de traiter donc holistique. Pourquoi holistique? Parce qu'holistique ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'on prend en compte un patient dans son ensemble. C'est pas le patient vient, il a mal au coude, on va s'intéresser que au coude. Non, on va s'intéresser à tout son corps, comment il est fait. Et en fait, nous on part du principe que tout est fait de compensation. C'est-à-dire que moi j'aime bien le principe de l'arbre en bord de mer. C'est joli, c'est politique, non? Pourquoi? L'arbre en bord de mer sera toujours penché du côté où le vent est souffle. Nous, ça va être la même chose. Tout ce qu'on va vivre, donc les traumatismes, que ce soit physique et bien psychique, ça va influer sur notre corps. Et tout ça, notre corps va se développer selon tout ça. Par exemple, moi j'ai eu une fracture quand j'étais petit au bras droit. Donc pendant 2 mois j'ai créé un plâtre. Donc forcément j'avais plus de poids à droite qu'à gauche. Donc si on regarde bien mon corps, j'aurais une épaule plus basse que l'autre parce que mon épaule là a été, elle a été soumise à des tensions en fait. Okay. Et nous en ostéopathie, on vient tester un peu tout ça, on va tester le corps, on va venir voir où ça compense. Où est-ce que, par exemple, là il y a des tensions musculaires parce que ça vient compenser à cause de ci ou à cause de ça. Et l'objectif c'est de venir on parle de restauration de fonctions physiologiques. Donc ça peut être articulaire, par exemple le bras, on est censé pouvoir faire tel mouvement. Donc on va venir restaurer les paramètres qu'on doit avoir de base. Mais, donc ça c'est ça, c'est tout ce qui est fonction physiologique du corps humain, donc, et en termes de mobilité articulaire, mais aussi en termes d'organes. Quand je parle d'organes, c'est quoi? Par exemple, au niveau digestif, au niveau du crâne. Au niveau digestif, on a énormément d'organes. Entre chaque organe, on a par exemple des mobilités, il y a une qualité de vie tissulaire en fait, et tout doit bien vivre ensemble en fait. Il faut qu'on ait cette harmonie corporelle. Encore une fois, contrairement à la médecine occidentale, on va venir dissocier le corps en parties.
Par exemple, quelqu'un qui vient, qui a des douleurs au crâne, ben, on va chercher à investiguer le crâne, on va chercher à comprendre. Nous, encore une fois, on va prendre tout l'ensemble du corps puisqu'on sait que tout travaille ensemble. Et par exemple, des dysfonctions de pied peut très bien influencer sur des douleurs au niveau du haut du dos. Ok, d'accord. En jouant sur le genou, en jouant sur le bassin, et ensuite, du coup, le patient va venir compenser en travaillant plus d'un côté que de l'autre. Il y a peut-être des inégalités tout simplement. Je vois un petit peu, par exemple, concrètement, c'est pour ça que quand une personne, par exemple, a mal à une jambe, elle va plus compenser, donc en mettant plus de force. Exactement. Ok. Exactement. Et du coup, ça peut créer d'autres soucis qui peuvent. C'est pour ça que tu vois vraiment tout dans la globalité en gros. Exactement. Et j'ai une petite expérience à vous faire faire, tout simplement. Vous vous mettez debout, vous fermez les yeux et pendant 30 secondes, vous vous concentrez à votre équilibre. Et vous regardez, est-ce que vous êtes droit, est-ce que vous penchez un côté, un peu plus de l'autre. Ensuite, vous prenez un bout de papier, vous faites une petite boule, vous la mettez sous une molaire, vous serrez les dents. Forcément, il y aura un endroit où ça va être déséquilibré. Et vous faites le même exercice. Et là, si j'ai une personne qui dit avoir le même équilibre, les mêmes sensations, je demande à voir. D'accord, ok. Ah ouais. Juste comme quoi la sphère occlusale va venir jouer sur la fenêtre buccale, pardon, va venir jouer sur l'équilibre. Ok. Donc ça veut tout dire, tout est lié, tout le corps humain est lié. Et même l'esprit entre guillemets, donc le mental avec le psychisme, avec le corps, ça aussi a des interactions. Ok. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, développer en gros, bon, le corps il est soumis, on va dire, à deux trucs principaux. C'est l'environnement interne, donc ça c'est tout ce qui nous concerne, donc ça c'est tout ce qui est régulation. Donc on parle d'homéostasie. Donc ça va être par exemple les constantes en termes de température, en termes de tout, sur le système digestif, sur l'absorption, sur tout ce qui est hormonal. En gros, ça c'est tout le milieu interne. Notre corps sera constamment en adaptation par rapport à lui-même. Et ensuite on aura l'environnement externe. Donc ça c'est tout ce qui est externe. Donc ça va être quoi? Ça va être simplement les bactéries, ça peut être des traumatismes, ça peut être des traumatismes psychiques mais aussi psychistes. Par exemple un divorce, quelque chose qui va venir laisser des traces. Et notre corps est constamment en adaptation, et interne et externe. D'accord. Et de temps en temps, quand il y a des endroits où ça va un peu bloquer, il va compenser. Et c'est de là que va partir les dysfonctions que nous sommes intéressés en tant qu'ostéopathe à bien travailler. Ok, d'accord. Donc en gros, c'est vraiment donc, travailler sur l'harmonie du corps via des problèmes qui peuvent être psychologiques ou alors physiques. C'est ça? Exactement. En fait, c'est tout ce qui va venir influencer en gros la qualité tissulaire qu'on a. Et pour en venir, alors c'est très proche des médecines asiatiques. On vient voir des médecines holistiques, on vient prendre en compte un corps avec un ensemble. On ne prend pas juste par exemple, lui il vient avec pas une omalgie, une douleur à l'épaule droite, c'est ça qui va nous intéresser. Non, il y a tout. L'omalgie est partout, il y a tout un ensemble qui va nous intéresser. Et je suis fasciné par les médecines asiatiques et donc, encore une fois c'est le lien aussi avec le taekwondo où j'avais ce côté depuis petit où je suis fan de ce corps humain avec son fonctionnement, comment il progresse, etc. Exactement, c'est de là que c'est parti. Nickel. Ok, c'est super cool. Écoute, moi j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que de toute façon vous verrez ça. Je pense que je verrai ça pendant que je ferai le montage. Attends, surtout. Moi j'avais une petite question, Lenny. Qu'est-ce que tu en penses du jeûne alimentaire? Alors, jeûne alimentaire, je trouve ça formidable. Maintenant, il faut que ça soit. Alors, scientifiquement, qu'est-ce qu'on a réussi à prouver avec le jeûne? On a réussi à prouver récemment que le corps humain, lorsqu'il est en manque de tout, il va détruire des cellules. Et intelligemment, quelles cellules il va détruire? Les cellules cancéreuses ou cancéreuses débutantes. Et c'est un excellent traitement anticancéreux sur des phases pré-débutantes. Bien sûr, une fois que le cancer est bien installé, c'est trop tard. Mais je voulais juste mettre ça en avant. Il y a une étude qui est sortie pour montrer tout ça. Une deuxième étude avait été sortie parce que forcément le jeûne, il n'y a pas de médicaments, donc ça ne plaît pas trop au lobby pharmaceutique. Bon, c'est encore un autre combat, on va pas trop se sinon tu vas vite être banni de... Non, ça va aller. De toute façon, on mettra tous les liens en dessous, comme ça, si jamais il y en a qui sont vraiment intéressés. Parce que voilà, je vais vraiment faire cette vidéo avec Lenny parce qu'il connaît vraiment beaucoup de choses. Et là, il résume beaucoup d'informations. C'est vrai qu'il parle beaucoup, excusez-moi. Non, il résume énormément d'informations en très peu de temps et franchement, je suis super content. Donc, si jamais on parle de choses qui peuvent, d'études ou de quoi que ce soit, de toute façon, on vous mettra tous les liens en dessous. Pour ça, il n'y aura aucun souci. Donc voilà. Et juste pour finir, donc, il y avait une étude qui était sortie en disant qu'il y avait beaucoup plus de décès dans le cas du jeûne. C'est vrai, mais il faut regarder l'étude, il faut voir qu'ils ont pris des cas sur des cancers déjà installés, déjà bien installés, donc on ne peut plus rien faire. Une fois que le cancer est bien là, oui. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Aussi une chose, par rapport à ça, justement, par rapport à tout ce qui est études scientifiques et tout, regardez bien aussi le contexte dans lequel les études ont été faites. Par exemple, il y a des études qui ont été prises sur certains types de patients et d'autres types de patients. Par exemple, celle où il a été prouvé que le jeûne était une bonne chose, ils ont pris plusieurs types de patients différents. Alors qu'une autre étude, parce que des fois il y a des études scientifiques qui sont totalement contradictoires, qui a dit que le jeûne était nocif,
Cette étude-là, en fait, ce qu'ils n'ont pas forcément dit, c'était que malheureusement, ils ont pris des patients qui étaient déjà en phase terminale de cancer. Ok, donc, lorsque vous regarderez des vidéos de personnes qui vous parlent de certaines études, j'y arrive, qui disent telle ou telle chose, regardez bien le contexte, renseignez-vous, n'allez pas regarder toutes les vidéos qui traînent à gauche à droite et prendre tout ça comme pour de vrai. Ok, de toute façon, on vous mettra tous les liens, vous aurez tout. Nous, on est vraiment totalement transparent sur ça et comme ça, il n'y aura aucun souci. Mais juste, pour finir, une étude est critiquable. Donc l'étude, ce qu'elle a montré, il faut venir critiquer comment ça a été montré. Et ce qui va être intéressant, même il y a des sites qui vont montrer comment critiquer une étude, ça va être par exemple le critère de jugement, donc savoir sur quoi ils évaluent. Et ça, c'est intéressant. Parfait. Et savoir sur qui ils évaluent. Et ça, c'est les choses les plus importantes à analyser. Nickel. Ok, c'est super. Ouais, j'ai encore appris énormément de trucs. Mais c'est vraiment très intéressant. En fait, cette vidéo, je pense qu'elle pourrait durer vraiment 1 heure. On va faire en direct, je pense. On va faire des questions en direct. Non, genre vraiment. Du coup, on va essayer d'abréger plus ou moins vite. Là, j'ai une question qui est un petit peu spéciale. Et ce que j'ai aussi envie de mettre en avant, c'est vraiment ta personne parce que c'est ce qui m'intéresse aussi le plus. Voilà, t'es quelqu'un qui est vraiment passionné par ce qu'il fait et tout. Et il vous l'a pas dit, mais voilà, Lenny, c'est quelqu'un qui est vraiment très humble. Il connaît beaucoup de choses, il apprend beaucoup. Et c'est aussi quelqu'un qui est en constante évolution dans le sens où il continue d'apprendre, de se former. Il y a encore des bouquins qui sont derrière et tout. Du coup, j'avais une question. Quel est le lien que tu as généralement avec tes patients? Parce que, en fait, je te pose cette question, ça peut être un petit peu bizarre, mais c'est parce que je sais que, par exemple, j'ai fait une vidéo avec mon ami qui est coach préparateur mental, donc qui a été formé en PNL. Il a un lien très fort avec ses patients dans le sens où il connaît presque tout de ses patients, genre ses réactions émotionnelles, etc. Du coup, j'aimerais savoir si pour toi en tant qu'ostéopathe, c'est à peu près la même chose, ou peut-être il y a un dialogue humain qui se fait, ou peut-être il y a un lien qui se crée. Enfin, j'aimerais que tu m'en dises plus un petit peu à ça. Moi j'ai ce lien, moi j'aime discuter, j'aime le dialogue. Bien sûr, un patient, je vais essayer de le mettre à l'aise pour pouvoir en apprendre plus sur lui et discuter, voir des points de vue. Et finalement, il n'y a pas de vrai de faux. Je pense que tout dépend de l'angle où on va bien se placer. Maintenant, après, ça dépend des patients. En ostéopathie, il faut savoir qu'en France, ça reste un luxe. Les patients viennent consulter, il y en a qui ont les moyens de venir assez souvent, mais c'est pas souvent le cas. Ouais. Donc, du coup, ça dépend. Ceux qui ne veulent pas voir souvent, forcément, on aura moins de. Le lien va être beaucoup moins fort. Il y en a où j'ai créé des très beaux liens. Et par exemple, j'ai fait de l'humanitaire grâce à un patient. Je suis allé au Congo 2 semaines en août, c'est grâce à la base à un patient. C'est un patient qui m'a permis tout ça. Donc, oui, il y a des patients, je crée des liens très forts. Ok. Le côté humain. Du coup, pour avoir un meilleur rapport entre ostéopathe et patient, c'est préférable en gros d'établir vraiment comme une relation de confiance. Ouais, dans le sens où tu dois connaître un petit peu sa vie entre guillemets personnelle, pas forcément dans les détails, mais pour savoir un petit peu comment il réagit mentalement. Exactement, déjà je dois savoir tout ce qui a pu venir influencer, qui fait ce qu'il en est là. Parce qu'il y a 2 choses qui sont importantes, il y a l'environnement, donc ça c'est tous les trucs on va dire quotidiens, donc les postures, l'hygiène de vie, c'est toutes ces choses-là, s'il fait du sport ou pas, et à côté il y a toute l'histoire de vie, donc ça c'est tout ce qu'il a vécu, tout ce qui va traîner dans son dos. Donc, ça peut être un divorce, ça peut être des violences, ça peut être des traumatismes, ça peut être des traumatismes aussi physiques, ça peut être une fracture, ça peut être une accident de voiture. C'est toutes ces choses-là que je dois réunir pour moi me faire une idée sur la qualité de vie de ce patient-là, en fait, sur son état de santé. Pour pouvoir savoir, lui, son état de santé, c'est ça la différence avec la médecine occidentale, c'est que nous, on est intéressé par un état de santé qu'on peut préserver, améliorer. Alors qu'en médecine, encore une fois, occidentale, on cherche des symptômes. On veut, lui, il vient, il a quoi, il a mal si, donc on s'intéresse là où il a, entre guillemets. D'accord. Et là, c'est vraiment dans l'harmonie. C'est vraiment ce principe holistique, encore une fois. Pas mal, ok.